mais il faut aussi avoir un esprit sain. Et ce n'est pas forcément évident quand, à toute heure du jour et de la nuit, on peut recevoir des messages ou des likes qui deviennent parfois des coups de couteau en réalité. Et puis cette obligation de poster toujours et encore pour aller aussi plus loin sur les réseaux sociaux, pour être populaire. Le cyberharcèlement, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est une réalité vécue par de nombreux adolescents, qui peut rentrer ces adolescents dans une souffrance immense, jusqu'au point parfois de se donner la mort. Et souvent, les parents et l'école se retrouvent bien démunis face à cette souffrance et à ce phénomène. Et pour en parler avec nous, nous recevons le psychopédagogue et auteur de Comment agir face au cyberharcèlement, Bruno Hombeek. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, on sait bien que le cyberharcèlement, ça touche de plus en plus de jeunes. Alors avant, on a tous connu quelque part dans notre jeunesse du harcèlement à l'école. C'est toujours quelque chose de très compliqué à vivre, mais au moins ça s'arrêtait à la sortie de l'école. Oui. Aujourd'hui, avec le cyberharcèlement, c'est 24 heures sur 24, et même la chambre ou le lit, en fait, devient un lieu de harcèlement. Alors, c'est pas seulement ça qui est le problème, et vous l'avez très bien exprimé dans votre introduction, c'est aussi le fait que les adultes semblent démunis. Ça, c'est pour les adolescents, pour les adolescentes qui sont confrontés à ce type d'agression, qui sont des agressions qui sont beaucoup plus fulgurantes et beaucoup plus intenses que dans le harcèlement. Le harcèlement, il faut éviter de faire une différence dans la forme et dans le fond. C'est juste une caisse de résonance sur un mécanisme de harcèlement. Et donc, qui le rend terriblement virulent, terriblement fulgurant. On ne le voit pas venir. Contrairement au harcèlement, ça s'installe très très vite. C'est comme un éclair dans un ciel bleu. Donc les parents n'ont rien vu venir, il n'y a pas de signaux avant-coureurs, et les enseignants, malheureusement, parfois, se déclarent démunis. Ça, ce n'est plus possible d'entendre ça. On ne peut plus accepter qu'il y ait cette forme de cécité pédagogique. Toutes les écoles doivent être outillées maintenant pour répondre, parce qu'il y a des réponses, il y a des techniques qui permettent de répondre. Elles sont développées dans le livre. On peut en citer quelques-unes. Oui, bien sûr, j'allais y venir, effectivement, parce que ce livre, vous l'avez écrit pour donner des solutions et pour donner des réponses, c'est des clés. On ne peut plus faire des constats et dire c'est terrible, le cyberharcèlement, et puis on se regarde les uns les autres et puis on ne fait rien. On est obligé de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent, qu'est-ce que je fais en tant qu'enseignant et qu'est-ce que je fais en tant que victime. La première démarche, c'est de toute façon faire des copies d'écran. Il faut stopper à un moment donné qu'il y ait un signal tangible. Et puis, il faut que les écoles soient équipées. On l'a vu dans votre reportage précédent, toutes les écoles font des efforts pour construire le vivre ensemble. Il y a des tas de petites techniques, des outils, des trucs parfois très chouettes. C'est évidemment important, mais c'est pas suffisant face au cyberharcèlement. Il faut qu'on puisse émettre des sanctions sans obliger l'école à faire des enquêtes. Les écoles sont pas équipées pour faire des enquêtes, et donc elles doivent pouvoir émettre. Ce sont des techniques qui sont diffusées dans ce livre et que je passe mon temps à essayer de diffuser dans les écoles. Ça ne demande pas de faire des formations compliquées, ça demande de donner à des adultes des techniques pour savoir quoi faire. Par exemple... Vous parlez des espaces de parole régulés, ça, de la construction exemple. du vivre ensemble. Je parle des espaces qui vont permettre d'émettre des sanctions sans devoir faire des enquêtes. Une sanction probatoire. Sur base de copies d'écran, sur base d'un système d'alerte qui est... Là, c'est plutôt l'application dont vous parlez à la fin, le CyberHelp, qui permet de générer les copies d'écran, d'envoyer ces copies d'écran à l'école, et l'école, à ce moment-là, met en place ce qu'on appelle un conseil d'éducation disciplinaire. Il faut quand même des gens qui soient formés pour recevoir ces messages à un moment donné. Ils connaissent les techniques pour le faire. Je vous assure que ça va très très vite. Beaucoup d'écoles de Bruxelles sont déjà équipées, il ne manque plus qu'à mettre l'interrupteur, c'est-à-dire le CyberHelp, pour qu'elles puissent être tout à fait opérantes sur ce plan-là, et qu'on puisse simplement, au niveau de l'école, dire... On ne va pas faire d'enquête. On ne sait pas si tu l'as fait. On te dit à partir de maintenant, il y a un déclencheur d'alerte qui fait que si tu recommences, on le saura. Et voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Et là, vous allez pouvoir contrôler le mécanisme. Le cyberharcèlement est d'une telle virulence qu'on ne peut plus se permettre de laisser l'impression aux adolescents et aux adolescentes qu'on est démunis et qu'on ne sanctionnera pas en cas d'usage asocial des réseaux sociaux. Mais on ne peut pas demander aux écoles de faire l'enquête parce que c'est terriblement compliqué. Mais ça, c'est même au niveau de la société en général. Alors, j'ai envie de vous dire, parce que de toute façon, le fait qu'on soit sur des réseaux sociaux, qu'on n'ait pas la personne en face de nous, ça veut dire qu'à un moment donné, on se sent un petit peu comme si on avait un sentiment d'impunité, en fait. D'impunité et d'impuissance, ce qui est terribement difficile à vivre. En tout cas, pour l'auteur de harcèlement, on peut... Et pour la victime, un like, c'est rien, en fait. D'impuissance. Vous êtes agressé par toute une meute qui rend
ce qui rend l'enquête quasiment impossible. Vous avez différents effets qui vont augmenter cette virulence, et ce qu'on appelle en anglais le flaming, vous êtes incendié, vous êtes complètement impuissant parce que le nombre de spectateurs, c'est-à-dire des personnes qui agissent en regardant, va vous anéantir complètement. Et donc, on doit avoir des outils qui permettent de tenir compte de ce mécanisme particulier. Quand j'entends qu'on parle encore de prévenir le harcèlement comme si le cyberharcèlement n'existait pas, alors qu'il est systématique. Dans toutes les situations de harcèlement, vous avez maintenant un développement du cyberharcèlement. Et donc, il faut qu'on puisse ne pas transformer les écoles en un organisme juridique ou judiciaire. Il faut effectivement... Oui, pour ça, il y a la justice, et la justice qui devrait d'ailleurs... Il faut une réponse séparée de la justice et de l'école. L'école doit avoir une réponse pédagogique qui dit stop, parce que vous l'avez très justement signalé, c'est pas différent de la communauté des adultes, et pour construire du vivre ensemble, il faut effectivement mettre en place des techniques, mais pour faire société, il faut aussi des techniques qui sont notamment de garantir que des lois sont sanctionnées en cas d'infraction. Dans la société adulte, c'est en train de bouger très très fort. Il y a des lois qui sont en train de se mettre en place. Il faut absolument que l'école soit une courroie de transmission de ces lois, parce que les adolescents, les adolescentes, sur cet espace non protégé, c'est un peu comme si on leur avait donné les clés d'une Ferrari, alors qu'ils ont à peine leur permis de conduire. Ils se retrouvent avec quelque chose qui les massacre, avec des auteurs qui, dans un premier temps, ne sont pas conscients du drame. On appelle ça l'effet mandarin chinois. Vous ne voyez pas le visage de celui que vous agressez. Vous ne voyez pas le drame que vous causez. Ça, c'est l'effet cockpit. Donc, vous avez des effets qui sont aussi expliqués dans le livre, dans lequel l'agresseur lui-même, parfois, est dépassé. Puis, ce qu'on appelle aussi l'effet piranha, qui est un effet... Chaque petite morsure, en fait, à la fin, dévore le squelette en entier. J'émets par rapport à vous un message négatif, mais que vous le likez et que vous le partagez, vous jouez au piranha, vous êtes en train de multiplier des petites morsures. Si je n'ai pas un espace pédagogique pour dire attention, partagez, likez, il n'y a pas de spectateurs en harcèlement ou cyberharcèlement, et il n'y a pas de témoins. On est tous participants, dès qu'on regarde, quand on like, quand on observe. Et donc, sur le plan pédagogique, c'est important que si vous likez ou si vous transmettez un contenu qui fait tort à quelqu'un, je puisse vous dire stop, si tu recommences des usages asociaux des réseaux sociaux de cette forme-là, eh bien voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Et là, c'est équiper les écoles, les outiller, c'est une urgence absolue. Et je pense que c'est pas très compliqué à mettre en place. Il faut savoir que les dispositifs existent, que les applications sont mises en place, mais il faut aussi que sur le plan numérique, ça suive. Et donc il faut c'est ça. Après, il faut aussi... Je ne suis pas un informaticien, donc je suis dépendant de tous ces petits interrupteurs qui deviennent très très vite obsolètes. Et donc il faut aussi un service de maintenance. Je pense que c'est... Et puis que les adolescents ou les enfants aussi, parce que c'est pas que les adolescents, c'est aussi à partir... dès qu'on a un smartphone, en fait. 12 ans, ce sera de plus en plus jeune et de plus en plus nombreux. Là, vous avez beaucoup parlé de l'école. Moi, je voudrais qu'on vienne 2 secondes quand même sur les parents, parce qu'ils voient parfois un adolescent qui va se renfermer sur lui-même. Alors malheureusement... Mais pas toujours. Mais le problème, c'est que parfois, ils ne le voient pas. Voilà, et d'ailleurs, vous écrivez avec une maman dont malheureusement l'enfant s'est donné la mort, et elle n'a rien vu, elle veut témoigner, elle veut en parler, et elle veut sensibiliser. Il y a toujours cette culpabilité. Pourquoi les enfants, en fait, ne vont pas en parler aux parents ? Alors, parce qu'ils sont d'une délicatesse absolue. Vous savez, quand vous allez chercher votre enfant à l'école, la question que vous posez, ça a été, parce qu'on attend évidemment le oui qui va rassurer tout le monde. Et pour un enfant, pour un adolescent, expliquer qu'il vit des difficultés, c'est déjà très compliqué. Et dans le cadre de ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire la pornodivulgation, la seule chose que vous ne voulez pas, c'est que vos parents soient au courant qu'à un moment donné, vous avez simplement été maladroit, que vous avez simplement été... On a fait une bêtise quand même. Voilà, dans des jeux de séduction, parce que c'est souvent comme ça que commence le revenge porn. La dernière chose que vous souhaitez, quand vous êtes un adolescent, une adolescente qui initie sa vie sexuelle et qui veut évidemment le faire à l'abri du regard des parents, la dernière chose, c'est que les parents aient connaissance des difficultés que vous vivez. Et donc, ces adolescents, ces adolescentes, vous savez, moi, j'ai dans mon bureau un poster avec leur visage de l'ensemble de ceux qui se sont donné la mort. Il y a une caractéristique commune à chacun d'entre eux. Ce sont de très beaux jeunes garçons, de très belles jeunes filles. Ça, il faut bien comprendre que dans le cyberharcèlement, ce sont souvent des dominants contrariés, des gens solaires. On ne prévoyait pas la moindre difficulté. Ils sont agressés par toute une meute qui se déchaînent parce qu'il y a eu aussi un petit peu d'envie. C'est des gens qui faisaient envie. Les parents eux-mêmes se sont dit, mais mes enfants ne posent pas de problème, ils sont solaires, ils sont... Et puis le petit scénario que vous évoquez, le repli,
qui n'a pas vu son enfant se replier un tout petit peu. Oui, puis c'est l'adolescence en plus, donc c'est on un peu mélange logique. avec tout ça, et c'est pour ça que le témoignage de cette maman, le témoignage de toutes ces mamans et de ces papas, qui expliquent dans l'ASBL les mots de Tom, qui se sont heureusement regroupés pour pouvoir se dire, mais finalement on a tous vécu la même chose, parce que l'autre point commun de tous ces adolescents et ces adolescentes, c'est le silence. Ils n'ont pas parlé, ils se sont enfermés dans quelque chose qui les agressait et qui leur donnait un sentiment absolu d'impuissance. Et quel conseil on peut leur donner alors à ces parents? Ne pas interdire les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Surtout pas. Si vous diabolisez les réseaux sociaux, vous créez les conditions du silence. Parce que si vous dites à votre enfant, va pas sur les réseaux sociaux, c'est trop dangereux, il finira quand même par y aller. Mais s'il lui arrive quelque chose, il vous en parlera pas parce qu'il sait ce qu'il va entendre. On t'avait dit de pas aller là-dessus. Alors que si vous dites, c'est très bien les réseaux sociaux. Mais si t'arrive quelque chose, tu nous en parles parce qu'on sait comment on peut réagir. Et se montrer alors, là c'est la posture la plus efficace pour un parent, disponible sans être intrusif. Il t'arrive quelque chose, on va faire intervenir l'école, on va stimuler le dispositif qui est mis en place dans l'école, ou on va inviter l'école à mettre en place un dispositif, ça c'est aussi le rôle des parents, mais on ne va pas te demander de prendre connaissance des contenus, parce que là, l'adolescent, forcément, va se retrouver dans une situation très compliquée à vivre. Merci beaucoup Bruno Henbeek d'être venu nous en parler. Donc je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Comment agir face au cyberharcèlement. Merci beaucoup. Merci à vous.